Après le repas, James et Zane rejoignirent Ralph à la bibliothèque pour y travailler. Tandis que les deux autres ouvraient leurs sacs et commençaient à étaler leurs livres sur la table, Ralph paraissait encore plus sombre que d'ordinaire. « Que se passe-t-il, Ralph ?» demanda Zane. Il chuchotait, pour ne pas se faire rembarrer par le professeur Slughorn, qui surveillait actuellement l'étude. « Est-ce que tes copains Serpentards ne trouvent pas tes caleçons dignes du monde sorcier ?» Avant de répondre, Ralph jeta un coup d'œil prudent autour de lui. « J'ai eu des problèmes ce matin avec le professeur Slughorn, » répondit-il. « Décidément, ce n'est pas un bon jour pour nous, » dit James. « Moi, j'ai passé la matinée dans le bureau de la directrice, et je suis collé samedi. »« La directrice McGonagall ?» s'exclamèrent les deux autres en même temps. James hocha la tête. « Alors c'est toi qui commences, James, » dit Ralph. « Niveau hiérarchie, la directrice passe avant le professeur Slughorn. » Sans se faire prier, James raconta ses aventures de la nuit précédente, sa rencontre avec le fantôme, puis comment il avait été entraîné jusqu'au couloir. Il leur parla de l'intrus, de sa fuite en voyant James, et de la poursuite qui avait suivi. « C'était toi ?» demanda Ralph les yeux écarquillés. « Nous avons tous vu le vitrail cassé en descendant au petit déjeuner. Rusard le recouvrait d'une toile, mais il ne semblait vraiment pas content. Il ne cessait de marmonner dans sa barbe. Il espérait qu'on lui poserait des questions sur ce qui s'était passé pour pouvoir exprimer sa mauvaise humeur. « Qui était cet intrus, à ton avis ?» insista Zane en regardant James. « Je ne sais pas, mais je suis certain que c'est l'homme que j'ai déjà vu l'autre jour, celui qui se cachait près de la forêt pour prendre des photos. Je pense que c'est un moldu. »« Et alors ?» dit Zane en haussant les épaules. « Moi aussi je suis moldu, et Ralph aussi. »« Non, pas du tout. Vous êtes tous les deux nés moldus. Mais vous êtes des sorciers. Tandis que ce mec-là, c'était un moldu pur et simple, sans la moindre magie. Et pourtant, d'après McGonagall, sa présence est impossible. Aucun moldu ne peut s'approcher du château à cause des sortilèges de désillusion. »« Pourquoi ?» demanda Ralph. « Ça marche comment ?»« Eh bien d'abord, comme je te l'ai expliqué dans le train, Poudlard n'apparaît sur aucune carte, c'est impossible, on ne peut pas le situer. Aussi le monde moldu n'a pas conscience de son existence. Et même si un moldu, vraiment par hasard, passait par là, il ne verrait rien à cause du sortilège de désillusion. En fait, je crois même qu'il serait détourné, ou ne se rendrait pas compte d'être passé à côté du château, ou de nous. En plus, si un moldu cherchait à traverser de force un sortilège de désillusion, il en serait tout désorienté, aurait mal à la tête et une envie folle de rentrer chez lui. C'est comme si sa boussole devenait folle et tournait en rond sur elle-même. Personne, même pas un sorcier, ne peut traverser de force un sortilège de désillusion. Ça repousse tous ceux qui ne sont pas autorisés. Et ils sont inconscients d'avoir été repoussés. Zane fronça les sourcils. Et nous ? Pourquoi pouvons-nous entrer ? C'est un peu compliqué. En théorie, tous les élèves de l'école sont des gardiens du secret, expliqua James, avant de se souvenir que les deux autres ne connaissaient rien de cette notion. Il passa donc un moment à expliquer ce qu'était un secret dans le monde sorcier, puis un gardien du secret, et enfin l'obligation, pour un nouveau venu, d'être admis dans un espace protégé par un initié. Bien sûr, termina James, comme nous sommes très nombreux à venir à Poudlard, le secret devient de plus en plus difficile à protéger. C'est pour ça qu'il y a des lois et des sortilèges, auxquels même les parents moldus des sorciers nés moldus doivent se soumettre. « Oui !» dit Zane, qui s'illumina tout à coup, comme si cette idée l'amusait beaucoup. « Je me souviens que mes parents ont dû signer un agrément et promettent de ne jamais révéler l'existence du monde sorcier avant que je vienne à Poudlard. D'après ce que j'ai lu, ça disait que les moldus privilégiés, comme mes parents, ne sont pas autorisés à parler aux autres moldus, ni du château, ni du monde magique en général. S'ils le font, le sortilège du contrat se déclenche et quelqu'un du ministère devra intervenir pour les en libérer. Génial. Oui, dit James. Ted m'en a parlé. Il sortait avec une fille née moldue durant sa 3e année. Par étourderie, ses parents moldus ont voulu mentionner Poudlard au cours d'un dîner où ils étaient invités. Grave erreur. Leurs hôtes ont dû appeler les urgences parce que les deux ont eu en même temps une sorte de crise cardiaque. Le ministère a été obligé de modifier la mémoire de tous les invités. Il paraît que c'était un sacré chaos. Mais d'un autre côté, c'était assez drôle. « Dément !» dit Ralph avec conviction. « J'aimerais bien pouvoir utiliser un sortilège de désillusion sur mon sac. Ça arrangerait bien mes affaires. » Zane se tourna vers lui. « Alors, Ralphie, raconte-nous tes gros malheurs.
qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Ce n'était pas ma faute !» protesta Ralph. Il baissa aussitôt le ton, en jetant un coup d'œil inquiet vers le bureau derrière lequel travaillait le professeur Slughorn, penché sur un énorme livre qu'il lisait à travers des petits lorgnons à verre rond. Dans son autre main, il tenait une tasse où fumait quelque chose de mousseux. Ralph grimaça et continua. « Ce matin, Slughorn a trouvé ma game deck. Il prétend que je l'avais laissée dans la salle commune de Serpentard. Il est resté plutôt calme, mais il a bien insisté sur le fait qu'il me fallait vraiment faire très attention avec ce genre d'appareil. Il a même dit que je devais laisser mes jouets moldus à la maison. » James fronça les sourcils. « Mais, il y a quelques jours tu nous as dit que ta game deck avait disparu. » Ralph se mit en colère. « Et c'est la vérité! C'est bien le problème. Ce n'est pas moi qui ai laissé cette game deck dans la salle commune. J'en ai vraiment assez. Je vais finir par jeter cette saleté dans les toilettes. Quelqu'un l'a prise dans mon sac et l'a laissée dans la salle, exprès pour que Slughorn la retrouve. Franchement, je commence à détester tous ces gens. » Ralph avait baissé la voix au fur et à mesure qu'il parlait, et ses derniers mots n'étaient qu'un chuchotement violent. À nouveau, il regarda autour de lui, comme s'il craignait de voir les autres Serpentards jaillir tout à coup de derrière une bibliothèque. Zane le regarda d'un air pensif. « Et tu ne sais pas qui l'a prise ?»« Non, » répondit Ralph d'un ton lourd de sarcasme. « Mais c'est un coup monté, c'est évident. »« Tu l'as ici avec toi ?»« Oui, » dit Ralph. Il sembla soudain déprimé. Plus question de la laisser traîner avant de pouvoir m'en débarrasser. D'ailleurs ici, elle ne marche pas très bien. Je suppose qu'il y a trop de magie dans l'air. Il sortit la console de son sac et la tendit sous la table à Zane. James regarda l'Américain appuyé sur les boutons, l'écran s'anima. « Si quelqu'un te voit avec, » marmonna Ralph, « je dirais qu'elle est à toi. Joyeux Noël. » Sans se laisser distraire, Zane continua à manœuvrer la console. Sur l'écran, défilaient diverses annotations. « Je vérifie juste qui a joué là-dessus en dernier, histoire de savoir si il ou elle a laissé un profil. »« Un profil ?» demanda James, en se penchant en avant pour lire l'écran. « Qu'est-ce que c'est ?» D'un geste, sans lever les yeux, Zane lui fit signe de s'écarter. « Ne me regarde pas comme ça !» grogna-t-il. « Tu vas finir par attirer l'attention de Slughorn. Ralph, explique au grand sorcier à quoi correspond un profil sur une console de jeu. » « C'est une façon d'enregistrer les résultats des parties antérieures, » chuchota Ralph. « Avant de commencer à jouer, tu crées ton profil avec un nom, en général inventé, et divers autres renseignements. Ensuite, chaque fois que tu allumes la console, tu rappelles ton profil. Il est enregistré et tu peux continuer à jouer à l'endroit exact où tu t'es arrêté la fois d'avant. »« Tu t'appelles Ralphinator ?» s'exclama Zane mort de rire, tout en continuant à tapoter les touches. « Je n'ai pas l'intention d'en parler !» rétorqua Ralph d'une voix sèche. « Ha ha ha, nous y voilà !» dit Zane en pointant l'écran du doigt. « Dis-moi, Ralphinator, est-ce que le nom de Ostramadux te dit quelque chose ?»« Non, » répondit Ralph en levant les sourcils. « Il y a un nouveau profil à ce nom-là ?»« Oui, exactement. Il a été créé avant-hier vers minuit. Il n'y a aucune autre information. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de score enregistré. »« Alors, » demanda James en clignant des yeux, « il n'a pas joué ?»« Non. » Zane éteignit la console et la rendit à Ralph sous la table. La connexion a pourtant été ouverte durant plusieurs heures, mais pas pour jouer. À mon avis, le Serpentard qui l'a prise n'a pas été capable de comprendre comment fonctionne le pad. Peuh, quel bricolin ! James leva les yeux au ciel. « Alors qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Qui est Ostra machin ?»« Aucune idée, c'est juste un nom inventé comme je te l'ai expliqué, » dit Ralph qui venait de ranger la game deck tout au fond de son sac. « Ça ne veut rien dire, on ne peut pas savoir. »« À quoi tu penses ?» La dernière question de Ralph s'adressait à Zane, qui au bout de la table avait le visage crispé, dans une grimace intense et plutôt comique. La tête penchée, le front plissé, l'Américain avait une fossette creusée sur sa joue. Après un moment, il secoua la tête. « Je ne sais pas. Bizarrement, ce nom-là me paraît familier. Il me semble que quelqu'un l'a récemment prononcé devant moi, mais je n'arrive pas à trouver ni où, ni quand. »« Eh bien, tout ce que je sais, » dit Ralph en posant son menton sur sa main, « c'est que je vais rendre cet appareil à mon père dès que possible. Je suis franchement écœuré de toute cette histoire. »« Monsieur
Potter !» intervint soudain une grosse voix toute proche. Les 3 garçons sursautèrent. Le professeur Slughorn, qui s'était approché de leur table, se dressait derrière le dossier de James. Commença James. « J'espérais vous rencontrer, mon garçon. Je suis très heureux de vous voir. Vraiment. » James se força à sourire quand Slughorn lui tapota le dos. « Merci, monsieur. Je connaissais bien votre père, vous savez. Je l'ai rencontré ici même alors qu'il n'était qu'un élève, et non le célèbre Aurore qu'il est devenu depuis. » Quand Slughorn hocha la tête en clignant de l'œil, on aurait vraiment cru que Harry Potter n'avait pas été célèbre bien avant de diriger le bureau des Aurores. « Il vous a certainement parlé de moi, non ? Nous étions très proches à un moment. Bien entendu, au cours des années, nous nous sommes un peu perdus de vue. Voyez-vous, je suis un vieux professeur consacré à mes élèves, tandis que lui s'est marié, a entamé une brillante carrière et produit de jeunes héritiers, comme vous-même. » Pour accentuer son propos, le professeur heurta du poing l'épaule de James. « J'attends avec impatience de rattraper le temps perdu et de revoir votre père la semaine prochaine. Dites-lui bien de me rendre visite. »« Oui, professeur, » dit James en se frottant l'épaule. « Très bien, dit Slughorn. « Eh bien, je vous laisse maintenant. Travaillez bien, monsieur Potter. Et jeunes gens. » Il jeta à Ralph et Zane un coup d'œil indifférent, comme s'il ne les avait jamais rencontrés, bien qu'il ait parlé à Ralph le matin même. « Oh, professeur, Slughorn, pourrais-je vous poser une question ?» C'était Zane. Slughorn se retourna pour le regarder, les sourcils levés. « Bien entendu, monsieur... »« Walker, professeur. Je suis dans votre classe de potions en première année. Il me semble que lors de votre premier cours, vous avez mentionné un nommé Ostramadux. Qui est-ce ? » ?»« Ah oui, en effet, monsieur Walker. Je m'en souviens, c'était mercredi après-midi, » dit Slughorn en regardant son bureau au bout de la salle. « En réalité, ce n'était pas en rapport avec mon cours de potions, mais il est vrai que son nom a été cité. Ostramadux était un historien et un voyant, qui avait le don de prédire l'avenir. La plupart de ses écrits sont considérés comme, disons, apocryphes au mieux. Vous savez, monsieur Walker, je plaisantais en le citant. »« Ah, dit Zane. Je vous remercie, professeur. »« De rien, mon garçon, dit aimablement Slughorn en regardant la bibliothèque autour de lui. Je dois maintenant retourner à mes tâches. Je vous laisse travailler. »« C'est quand même une drôle de coïncidence, » chuchota Ralph en se penchant vers les 2 autres, tandis que le vieux professeur s'éloignait. « Non, pas vraiment, » dit Zane. « Il a effectivement mentionné Ostramadux l'autre jour comme une plaisanterie. Maintenant, je m'en souviens. Il me semble que c'était au sujet des sources d'origine douteuse, sinon frauduleuse, de celles qu'on ne peut pas vérifier. En fait, dans le monde sorcier, c'est leur façon de signaler une info bidon, ou un vrai attrape-nigo. Slughorn est à la tête de la maison Serpentard. Aussi, il doit souvent utiliser cette référence parmi les élèves. Tous les Serpentards connaissent ce nom. C'est pour ça que l'un d'eux l'a utilisé sur ta game deck. »« Ça paraît logique, » dit Ralph, mais il ne semblait pas convaincu. « Mais pourquoi avoir fait ça ?» demanda James. « Pourquoi utiliser un nom qui signifie bidon, ou encore ne croyez rien de ce que je vous dis ? Qui peut savoir quelle folie incompréhensible il y a dans le cœur des Serpentards ?» dit Zane, qui considérait de toute évidence le sujet comme clos. « Je t'assure, toute cette affaire est bizarre, » insista James. « Pour les Serpentards, l'image est très importante. Ils adorent les symboles, leurs capes, leurs dagues, leurs têtes de dragon, leurs passages secrets. Il n'est pas du tout dans leur nature d'utiliser un nom que le chef de leur maison considère comme une fumisterie. »« Bon, on laisse tomber, » dit Ralph. « J'ai beaucoup de travail, alors si ça ne vous gêne pas... » Durant la demi-heure suivante, les 3 garçons s'appliquèrent en silence. Quand ils eurent terminé, ils commençaient à ranger leurs affaires, quand Zane se tourna vers James. « Je dois aller ce soir aux sélections pour l'équipe de Quidditch, » dit-il. « Oui, moi aussi, » dit James. « C'est bizarre d'être convoqués en même temps. »« Apparemment, nous allons partager le terrain. Bonne chance, mon pote. » Les 2 garçons se serrèrent la main, et James en fut touché. « Merci, à toi aussi. »« Bien sûr, toi, tu as toutes tes chances, » dit Zane sans paraître le regretter. « En fait, si je reste sur mon balai, ça me sera déjà pas mal. Depuis combien de temps tu voles, James ? » « À la maison, je n'utilisais qu'un balai jouet, et encore quand j'étais petit, » répondit James.
Il y a des tas de lois et règlements au sujet des balais. Ceux qui sont autorisés pour les enfants sorciers ne doivent pas monter très haut, ni se déplacer très loin, pour qu'aucun moldu ne puisse les apercevoir. Autrefois, les lois étaient plus souples. Mais à peu près à l'époque où mon père a terminé ses études à Poudlard, un groupe d'adolescents, après avoir forcé sur le whisky de feu, a essayé de jouer au Quidditch à Trafalgar Square. Il y a eu un tel scandale que les lois se sont durcies. Aujourd'hui, le droit de monter sur un balai est presque aussi pénible que le permis de conduire chez les moldus. Il faut avoir un bon nombre de leçons et passer des tests avant d'y être autorisé. Dans certaines familles de sorciers, les parents sont plus souples avec leurs enfants. Mais vu que mon père est aurore... D'après ce que j'ai entendu, ton père et ta mère étaient tous les deux de grands joueurs de Quidditch, dit Zane en lui envoyant un coup de coude dans les côtes. Ça sera du gâteau pour toi. Même si tu ne sais même pas de quel côté monter sur un balai, tu vas marquer les foules ce soir. Un vrai tueur. Au sens métaphorique, bien entendu. Un peu mal à l'aise, James se contenta de sourire. Tandis qu'il retournait dans sa classe, il réalisa qu'il se sentait nerveux. Il avait presque oublié que les sélections de Quidditch avaient lieu le soir même. Et maintenant, sachant que dans quelques heures, il se retrouverait devant tout le monde pour la première fois sur un balai, à postuler pour une place dans l'équipe Gryffondor, il ressentait une vague nausée. Il repensa au vif d'or avec lequel il avait grandi. Le vif d'or que son célèbre père avait attrapé durant son premier match, dès sa première année. Autrefois, jamais James n'aurait douté de son avenir. En écoutant parler son oncle Ron, on aurait pu jurer que James était destiné, de naissance, à entrer dans l'équipe Gryffondor dès sa première année. Il n'avait jamais remis cette idée en question. Mais tout à coup, alors que la décision était imminente, il avait peur. Tous les doutes qu'il avait éprouvés le premier soir, juste avant la décision du Choixpeau, lui revenaient en force. Bien sûr, se rappela-t-il, la première épreuve de sélection s'était terminée bien pour lui. Et pourtant, il s'était tellement inquiété qu'il avait failli se faire envoyer chez les Serpentards avec Ralph. Aujourd'hui, il réalisait quelle erreur ça aurait été. Il lui fallait se détendre. Pourquoi s'en faire? Après tout, le Quidditch était dans son sang, tout comme l'appartenance à la maison Gryffondor. Il suffisait de laisser le destin se mettre en place, sans s'inquiéter. Au dîner, il fut bien forcé d'admettre que son plan ne marchait pas du tout. Il avait l'estomac noué et ne put rien avaler. « Tu as bien raison, Potter, » remarqua Noah en examinant son assiette pleine. « Moins tu manges, moins tu auras besoin de vomir si tu tombes. D'un autre côté, gerber sur un adversaire peut être une technique intéressante. Dis-moi, tu as bien eu aujourd'hui même ta première leçon de vol avec le professeur Ridcully, pas vrai ?» Effondré, James secoua la tête. « Non, dit-il. Je ne le vois pas avant lundi. » Noah le regarda d'un air grave, puis haussa les épaules. « Tant pis, on verra bien. D'ailleurs, c'est très facile de voler sur un balai. Tu te penches en avant pour accélérer, tu te redresses pour freiner, et quand tu te mets sur le côté, hop, ça fait un looping. Du gâteau. » « C'est vrai, approuva Ted. Et il y a ce soir du vent et de la pluie. Ça t'aidera, tu ne verras même pas le sol avec un brouillard pareil. C'est plus facile de contrôler le mal de l'air. L'important, c'est de garder tes tripes à l'intérieur, cria quelqu'un plus loin sur la table. Plusieurs élèves éclatèrent de rire. Quant à James, il laissa tomber sa tête sur ses bras croisés. Le terrain de Quidditch était inondé et boueux. La pluie tombait dru, matraquant le sol et créant un brouillard dense. Dès la première minute, James fut trempé jusqu'aux os. Justin Kennelly, le capitaine de l'équipe Gryffondor, mena son groupe jusqu'à un coin de terrain, puis il haussa la voix pour couvrir le rugissement de la pluie. « Un match de Quidditch n'est jamais interrompu à cause du mauvais temps, » hurla-t-il. « Certains de nos plus beaux matchs ont eu lieu sous de véritables tornades. Par exemple, la Coupe du Monde en 1984 a été jouée malgré le typhon qui ravageait la côte du Japon. Les deux attrapeurs ont dû se déporter de plusieurs kilomètres pour récupérer le vif d'or emporté dans un tourbillon. Ce soir, il ne s'agit que de quelques gouttes. Un temps parfait pour l'entraînement. » Quand Kennelly cessa de parler et se tourna vers le centre du terrain, la pluie goutta du bout de son nez et de son menton. À ses pieds, il y avait un coffre de Quidditch et plusieurs balais d'entraînement étaient posés sur l'herbe trempée. James remarqua que la plupart étaient des Nimbus 2000, des modèles obsolètes mais qui fonctionnaient encore. Il en fut un peu soulagé. Si on lui avait demandé de voler sur un nouveau éclair de tonnerre, il aurait sans doute fini encastré dans un tronc d'arbre à plusieurs kilomètres de là. À l'autre bout du terrain, il vit que les serres d'aigle s'étaient aussi réunis.
Entre la pluie et le brouillard, il ne réussissait pas à les reconnaître. « Très bien, on y va !» cria Kennedy. « On va commencer par les premières années. D'après ce que j'ai cru comprendre, certains d'entre vous n'ont même pas encore rencontré le professeur de vol. Mais, comme vous le savez, selon le règlement de l'école, que vous avez tous signé avant de venir, rien ne vous empêche d'essayer de vous qualifier. Voyons un peu ce que vous savez faire, avant de tester les autres candidats. Pour vous, inutile de se préoccuper des figures compliquées. Il vous suffira d'essayer de voler, de faire le tour du terrain, sans tomber et sans vous télescoper. » James sentit son estomac sombrer dans ses talons. Il avait espéré avoir un délai en regardant s'entraîner les élèves plus âgés. Maintenant qu'il s'apprêtait à monter, pour la première fois sur un véritable ballet, il regretta de ne pas avoir prêté davantage attention aux joueurs au cours des matchs auxquels il avait assisté. Les autres premières années avançaient déjà, ramassaient un balai et se mettaient en place. James dut se forcer pour faire comme eux. Il s'arrêta auprès du balai et le regarda. Pour la première fois, ce truc ne ressemblait qu'à un morceau de bois, avec des branchages au bout, et non pas à un engin sophistiqué et dynamique. La pluie tombait encore, et des gouttes brillaient dans les branches détrempées. James tendit la main au-dessus du balai. « Debout !» ordonna-t-il. Même à ses propres oreilles, sa voix lui sembla étranglée et misérable. Il ne se passa rien. Avec la sensation d'avoir une boule de marbre dans la gorge, James déglutit péniblement et répéta « Debout !» Cette fois le balai tressauta, se soulevant de l'herbe collante avec un bruit de succion. Il jeta un coup d'œil autour de lui, histoire de vérifier ce que faisaient les autres élèves. Un seul avait réussi à faire bouger son balai. Les élèves plus âgés s'étaient agglutinés autour et les regardaient faire, morts de rire, en s'envoyant des coups de coude les uns aux autres. Quand Noah croisa le regard de James, il leva le pouce, accompagnant le geste d'un hochement de tête encourageant. « Debout !» répéta James pour la 3e fois, avec autant d'autorité que possible. À nouveau le balai tressauta, puis tout à coup il se souleva, et James le récupéra vite avant qu'il ne retombe. De justesse, pensa-t-il. Il poussa un profond soupir de soulagement, puis passa une jambe sur le balai qui flottait sous lui, et semblait à peine supporter son poids. Quelque chose l'effleura en passant à côté de lui. « Allez, du nerf !» cria-t-elle pour se faire entendre malgré la pluie. James vit une première année qui s'envolait en vacillant de droite à gauche. 2 autres élèves décollèrent également. L'un d'entre eux pivota immédiatement et resta agrippé à son balai la tête à l'envers. Une seconde plus tard, ses doigts glissèrent du manche mouillé et il s'écrasa sur le sol. Un rugissement d'hilarité accueillit sa chute. « Au moins tu as décollé, Klein !» hurla quelqu'un. James serra les lèvres. Il était si fort agrippé à son manche que ses jointures étaient toutes blanches quand il donna un coup de pied. Le balai se souleva et James vit l'herbe glisser sous lui lorsqu'il perdit aussitôt de l'altitude. Les pieds retouchèrent le sol. Il essaya de remonter en tapant du talon, et le balai répondit, se mit à la verticale et accéléra. Mais James n'arriva pas à garder son élan. À nouveau, les pieds heurtèrent le sol, créant cette fois des tranchées et un grand jet de boue et d'eau derrière lui. Des hurlements d'encouragement lui vrillaient les oreilles. Il se concentra éperdument, retint sa respiration et tapa aussi fort du pied que possible. Tout à coup, son balai fila plus vite, fonçant droit vers les cerfs d'aigle, qui se retournèrent pour le voir arriver. « Grimpe !» pensait-il désespéré. « Grimpe, grimpe, grimpe !» Il se souvint soudain de l'avis donné par Noah au dîner. Se pencher en avant pour accélérer, en arrière pour freiner. Il réalisa aussi être si fort accroché à son balai qu'il en relevait l'avant, ce qui allait exactement à l'inverse des instructions reçues. Aussi, il se força à se coucher dessus, bien que le simple bon sens indique qu'il allait finir le nez dans la boue. Devant lui, les cerfs d'aigle avaient compris le danger et s'écartaient vivement de son passage. Il lui criait aussi des conseils et des avis dont James n'entendait rien. Affolé, il oublia toute logique, releva les pieds et se coucha sur son balai. L'accélération lui coupa le souffle et le balai fila en avant comme une fusée. Le brouillard et la pluie lui giflaient le visage et sous lui, l'herbe devint floue et indistincte. Mais il ne montait toujours pas. Il continuait à rester au ras du sol. Il entendit des cris et des exclamations quand il traversa l'équipe des cerfs d'aigle. Puis, il eut la sensation d'accélérer encore. Devant lui se dressait le mur abrupt des gradins qui lui semblait s'approcher de plus en plus, immense et menaçant. Il essaya de se pencher de côté, de freiner et se sentit ralentir, mais pas assez. « Grimpe !» pensa-t-il terrorisé. Il avait besoin de grimper. Finalement, agissant d'instinct, il se pencha en arrière et tira aussi fort que possible sur son manche.
Le balai réagit immédiatement, et avec une force épouvantable, il monta à angle droit. James vit les gradins disparaître de son champ de vision, et en passant, il remarqua vaguement leurs bancs alignés, puis des bannières qui flottaient, et soudain, plus rien. Juste un ciel, immense et gris. Malgré le souffle du vent et la pluie qui le matraquaient toujours, le temps semblait s'être arrêté. James risqua un coup d'œil derrière lui. Il eut l'impression que le terrain de Quidditch n'était qu'un timbre-poste qui brillait faiblement à travers un rideau de nuages et de brume. Il haleta. Il sentit la pluie et le vent pénétrer dans ses poumons. Une terreur sans nom le prit à la gorge. Il montait toujours. Il se retrouva englué dans les nuages visqueux, et leur humidité obscure et glacée l'étouffa peu à peu. Il serra les dents, étouffant son cri de terreur, et essaya de forcer son manche à redescendre vers le sol. Il y eut un craque soudain, et le choc faillit le faire basculer. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, mais sentit un changement drastique d'altitude. En fait, James ne savait plus où il était, ayant complètement perdu ses repères. Il ne voyait que la pluie et les nuages. Pour la première fois, faire partie de l'équipe de Gryffondor perdit son importance. Il ne pensait plus qu'à retrouver le sol, où qu'il soit, sain et sauf. Il n'arrivait pas à juger de sa vitesse, ni de sa direction. Le vent et la pluie lui soufflaient si fort au visage que ses yeux en pleuraient. Tout à coup, des silhouettes apparurent auprès de lui. James reconnut Ted, Jennifer et d'autres cerfs d'aigle. Ils l'encadrèrent. Ted hurlait des instructions que James ne comprit pas. Il se concentra alors sur Zane et força son balai à suivre l'Américain. À nouveau, les nuages défilaient comme des trains lancés à toute vitesse, et James se retrouva tout seul. Il reçut une grande gifle de vent froid et vit le sol apparaître, avec une finalité désastreuse. Le terrain de Quidditch semblait lui monter au visage, et l'herbe dure qui le composait paraissait très peu accueillante. Zane, qui était en fait toujours derrière lui, se rapprocha latéralement. Puis, l'Américain gesticula en faisant de grands gestes du bras, cherchant à transmettre des instructions. James essaya de l'imiter, mais la force du vent qui rugissait dans ses oreilles l'en empêcha. Son balai se mit à vibrer, à tournoyer sur lui-même, et il craignit de le voir se rompre en deux. Puis, il se retrouva à l'envers, et ses mains mouillées perdirent leur prise. Il bascula en arrière, les jambes encore accrochées aux manches, suspendues comme sur un trapèze. Il descendait toujours en vrille. Il vit Zane passer devant lui, hurler quelque chose, puis disparaître. Terrorisé, il savait que sa tête approchait du sol, où elle allait se fracasser. Il imagina le bruit écœurant, énorme, affreux que ça ferait. Quand il s'arrêta net, la violence de l'impact fit tressauter tout son corps. Il lâcha prise et ferma les yeux, pour ne pas voir son corps se briser, pour ne pas entendre le choc. Mais il n'y eut aucun bruit. Prudemment, James se risqua à regarder, juste un petit peu, puis avec un grand soupir de soulagement et de surprise, il ouvrit grand les yeux. Il était suspendu, à 1,50 m au-dessus de l'herbe du terrain, la jambe encore tendue vers son balai. La pluie continuait à tomber. Aussi bien les Gryffondors que les cerfs d'aigle le regardaient fixement. Zane, Ted et Jennifer arrivèrent, puis s'approchèrent de lui, la bouche ouverte. Ensuite, Ted se retourna, et James suivit son regard. Au bout du terrain, il y avait Ralph. Sa robe de sorcier trempée et dégoulinante d'eau lui collait au corps. Près de lui, un immense parapluie abandonné avait roulé jusqu'au pied des gradins. Le corps crispé, Ralph tenait au bout de son bras son énorme baguette ridicule, dont le bout d'un jaune criard était pointé droit sur James. Sous l'effort, la main de Ralph tremblait légèrement. Tandis que la pluie le martelait, une sorte de brume s'élevait de ses cheveux et de son front, comme une auréole. « Il faut que je le tienne encore ?» demanda-t-il, les dents serrées. « Ou je peux lâcher maintenant ?»